Bonjour, nous sommes le 18 juillet, jeudi 18 juillet 2024. Avec une météo qui semble plus ou moins bonne, elle est potable, il ne fait pas trop chaud, c'est magnifique. Pour faire des activités en extérieur, soit travailler ou sportif ou tout simplement se reposer. Alors ici je vais voir une petite vidéo qui va concerner une droite de régression. Alors cette droite de régression, bon, on peut avoir différents modèles, hein, ça dépend les points où ils sont situés, les points repris, les points qui sont, je veux dire, voilà, on va dire, si on a des données voilà, qui sont récoltées, ben, si on les met dans un graphique, alors c'est un graphique à deux dimensions, y est fonction bien sûr de x, ben, si on a des points, tout dépend, voilà, la tournure des points, ceci, si on a une tournure des points qui tourne au niveau voilà, exponentielle, ben on en aura une régression exponentielle. Les régressions, il existe de tout type. Hein. Exponentielle, alors si elle est comme ceci, si les points, les nuages de points de ce style comme ça, et que on trouve quelque chose comme ceci, soit je veux dire, ça peut être logarithmique. Ici, ça peut être logarithmique. On peut avoir aussi un nuage de points mais qui est parabolique. Bon, voilà, ça peut épouser toutes sortes de courbes mathématiques. Bon, mais ici, bon, je vais prendre, ça va épouser ici une droite de régression qui est de type linéaire, c'est une droite. Donc vous avez un ensemble de points qui sont voilà, dessinés dans un graphique, bien sûr récoltés par rapport à tout et n'importe quoi, un sondage, une expérience, ou peu importe, une expérience scientifique, peu importe ce que c'est que la récolte des données, vous avez une récolte des données, et alors vous avez bien sûr, deux variables, et que cette récolte de données, quand je dis deux variables, c'est y qui est bien sûr qui est fonction de x, et donc on a récolté tout ça, hein. On a récolté y en fonction de x. Et puis quand on a un nuage, on met les points, voilà dans le graphique, ben on a ici une régression, on va voir la droite qui va passer au mieux au travers du nuage de points. Alors bon, bien sûr, de régression linéaire, il en existe plusieurs. Alors il y en a une qui est assez... Par exemple ici, celle que je vais mettre ici, elle est basée sur un ensemble de moyennes. Alors la moyenne en statistique, c'est fort important. Qu'est-ce qui est important en statistique? La moyenne, la variance, l'écart type, coefficient de corrélation, tralali, tralala. Bon, il y a toutes des données. Il y a toutes... Mais la moyenne, ça intervient énormément. Alors il existe aussi la droite voilà, de Mayer, par exemple, c'est une autre technique voilà, qui est basée sur, voilà, euh, on va prendre deux moyennes, un ensemble de deux moyennes, comment? En splittant le tableau en deux. On va splitter le tableau en deux, on retrouve deux moyennes, et là, d'office, on peut avoir une simplification voilà, d'une droite qui est y égale à x plus b, voilà, par rapport voilà, par exemple, ici, s'il y a 21 données, vous prenez 11 données ici et 10 données ici. Et vous trouvez voilà, la première moyenne et la seconde moyenne. À partir de là, vous pouvez calculer la droite de régression. Alors, le but de tout ça, c'est de trouver la droite de régression, c'est-à-dire la droite qui passe au mieux au travers du nuage de points. Alors, comme je vous l'ai dit, ici, je vais pas voir la droite de Mayer, qui est une technique basée sur deux moyennes. Ici, je vais voir la droite de régression linéaire qui est basée sur plusieurs moyennes. Alors, les données, c'est quoi? Ben, on a plusieurs données. On a les X et les Y, bien sûr, avec des indices. Alors, supposons qu'ici, l'indice, je vais l'appeler N. Il y a N valeurs prises en compte. Alors, attention que vous devez commencer à 1. Alors ici, il y a N valeurs prises en compte. Voilà. Alors ça, c'est ce que vous avez au départ. On n'a rien d'autre. Et sur base de ça, vous devez construire. Bien sûr, ici on a des données. Hein. Des données chiffrées ici. Hein. X, Y, voilà. Si vous représentez ça dans le tableau, ça fait le nuage de points. Ça fait le nuage de points. Alors l'objectif de ça, c'est de trouver Y égale à X plus B. C'est juste ça. Donc, mais dans Y égale à X, c'est une régression linéaire. Hein, parce que c'est une droite. Comme je l'ai dit, il y a plusieurs types de régression.
Et ici, ça va concerner la droite. Bah, on la trouve assez souvent. Ce qu'on retrouve assez souvent, comme beaucoup de phénomènes, je veux dire, bon, sont de type linéaire, eh bien, on la retrouvera assez souvent. Beaucoup de phénomènes sont linéaires, donc on la retrouvera assez souvent. Alors aussi, il y a beaucoup de phénomènes qui sont paraboliques. Hein. Pensez à la chute d'un cours, c'est parabolique. Le mouvement rectiligne uniforme, ben, ce sont des droites. Donc c'est linéaire. Donc vous voyez que, voilà, si je prends la cinétique chimique, on peut avoir ce qu'on appelle des exponentielles. Ce sont des exponentielles. Voilà, cinétique chimique, c'est comme ceci. La concentration, si on a la concentration en fonction du temps. Attends, si je prends voilà, un circuit RL, un RC ou RL, vous aurez aussi des exponentielles. Donc vous voyez que l'exponentielle, c'est quelque chose qui vient assez souvent aussi. Donc les phénomènes qu'on peut retrouver, les phénomènes scientifiques que vous pouvez trouver, ben, c'est de type linéaire, premier degré. On peut avoir du second degré, parabolique. Puis on peut retrouver des exponentielles et des logarithmes. Bon, et après on peut trouver toutes sortes, hein, mais bon, en tout cas on trouve beaucoup ceci. Linéaire, parabolique, exponentielle et logarithmique. Alors le tout c'est de trouver donc ces droites de régression. Dans cette droite de régression, quand vous avez une droite, ben, vous avez deux paramètres. Il y a deux paramètres à une droite. C'est quoi les paramètres? C'est le A, le X étant la variable, Y étant la variable, le Y étant aussi la variable, ça c'est la variable dépendante, et ça c'est la variable indépendante. Variable dépendante de X. Ça c'est la variable indépendante. Ici, je suis à une statistique à deux variables. Et donc, plus B. Et qu'est-ce qui va intéresser ici? Qu'est-ce qu'il faut rechercher? C'est le coefficient angulaire, qui est la pente, et l'ordonnale origine. Alors je rappelle, l'ordonnale origine, c'est le point de coupure avec l'axe des Y. Alors, supposons qu'elle commence là. Là, on a ce qu'on appelle l'ordonnale origine. Voilà. C'est-à-dire, de coordonnées, bien sûr, on peut trouver sa coordonnée. Ben, on l'a déjà. On a en X égale 0 et Y vaut B. C'est ce qu'on appelle l'ordonnale origine. Alors que l'origine, c'est 0, 0. Ça, c'est plutôt l'origine O. Et puis, on a une pente. Et la pente, c'est B. C'est tangente alpha égale B. Et alpha, c'est l'angle qu'on a ici. Voilà, et il suffit d'avoir A et B, on peut tracer la droite. On met deux points, bien sûr, dans un tableau. On peut tracer avec l'ordonnale origine coefficient angulaire, mais si vous n'êtes pas habitué avec ça, vous mettez un tableau XY, vous mettez deux points. Ouais, vous prenez par exemple un point quelconque. Je vous rappelle que X étant une variable indépendante, vous mettez une valeur quelconque, et vous trouvez le Y. Vous mettez une deuxième valeur quelconque, et vous trouvez le Y. Et avec deux points, par deux points, passer une seule droite, on sait tracer cette droite. Alors maintenant, certains vont chercher plutôt un Y et cherchent le X. Hein. Vous pouvez faire ça. Vous fixez un Y, vous cherchez le X. Et puis pour un X, vous cherchez le Y et vous avez, voilà, deux points aussi. Hein. On peut s'amuser à faire n'importe quoi sur les droites. Soit vous cherchez, vous fixez deux X et vous cherchez les deux Y, ou soit vous fixez un X et vous trouvez le Y correspondant, et de l'autre, vous prenez le Y, vous cherchez le X correspondant. Ou alors, si ça vous chante, vous prenez deux Y. Hein. Vous prenez deux Y, vous cherchez les deux X. Voilà. Mais en tout cas, un point bien important pour autant qu'elle passe. Voilà. Un point important, c'est l'ordonnale origine. Vous mettez X égale 0. Voilà, X égale 0.
et l'ordonnée, vous cherchez l'ordonnée à l'origine. Maintenant, vous pouvez ce que vous faire, vous mettez la racine et vous cherchez la racine. Donc vous aurez aussi 2 points. Mais attention que la racine dans ce cas-ci, vous l'aurez ici. Donc la racine ne sera pas un contexte ici de scientifique, puisque si la droite commence ici, là, ben, ceci n'a pas lieu, n'a pas de raison d'être. Hein. Bien que vous allez chercher une racine, vous mettez des points discontinus, c'est pas un problème. Alors comment trouver? Je vais dire ce A et ce B par ceci, je vous ai dit, c'est par les moyennes. Alors, ce que vous allez faire ici, vous allez faire une somme. Alors, pour trouver une moyenne, il faut une somme divisée par n. Alors, comment construire le tableau? Le tableau va être construit par des degrés 2. Qu'est-ce que j'appelle des degrés 2? Vous allez voir. Donc ici, je fais la somme des x. Ça, c'est la somme des y. Et à partir de là, vous construisez des éléments, vous remontez votre tableau. Et vous allez créer des degrés 2. Qu'est-ce que j'appelle des degrés 2? Des degrés 2, c'est une homogénéité entre x et y. Si vous faites x fois y, on a quel degré? L'homogénéité, c'est de degré 2. Parce que là, il est degré 1, là, degré 2. Donc vous faites x fois y, vous avez un degré 2. Alors, pour avoir un autre degré 2, ben, c'est de faire x fois x. X fois x, vous avez un degré 2. Ou sinon, vous pouvez aussi avoir un degré 2 par y fois y. Et là, vous avez tous les exposants de degré 2. En fait, ce sont juste des multiplications. C'est des multiplications par deux facteurs. Soit x fois y, soit x fois x ou y fois y. Alors là, on a une pureté, bien sûr. Là, c'est une pureté en y. Celui-ci, c'est une pureté en x. Et l'autre, c'est un mélange entre x et y au niveau de la multiplication. Alors, une fois que vous avez fait ça, là, comme je l'ai dit, vous faites toutes les sommes pour avoir les moyennes. Là, c'est la somme de xy. Ça, c'est la somme de x carré. Ça, c'est la somme de y carré. Alors que vous pouvez retrouver à la machine. Hein. La machine à calculer calcule automatiquement tout ça. Voilà. Alors, une fois que vous avez fait les sommes, maintenant, pour faire les moyennes. Alors, comment fait-on les moyennes? Mais il suffit de diviser par n. Donc, c'est-à-dire, vous faites somme de x divisé par n. Vous avez la moyenne en x. Donc, que je vais appeler mu x. Moyenne, c'est mu x. Alors, la somme des y divisé par n, c'est mu y. Donc, vous voyez que c'est basé sur... Alors que Mayer, c'est basé sur 2 moyennes. Ici, je vais en faire plusieurs de moyennes. Elle est basée sur 5 moyennes. Alors, somme des x fois y divisé par n, c'est mu de xy. Et vous aurez compris que la somme de x carré sur n, c'est mu x carré. Attention, j'ai pas mis au carré, hein, c'est mu x carré. Ça veut dire que j'ai fait juste la somme de ceci, et je divise par n, c'est tout. J'ai pas fait un carré. Parce que attention à ça, pas confondre, ne pas confondre mu de x carré qui est différent de mu carré de x carré. Là, il est mot carré. Là, le mu carré, on en fait mu fois mu. Oui, on fait mu fois mu. Voilà. Pas confondre mu de x carré, on n'a pas fait de carré, on a juste fait la somme des x carré. Donc ici, on a la somme des mu de x carré. Et alors, vous aurez compris que si je fais la somme des y carré, que je divise par n, alors je rappelle que n, il est là, eh bien, ça fait mu de y carré. Alors, on a toutes nos moyennes. On peut faire des statistiques. Je vous rappelle que les statistiques sont basées sur des moyennes. Et donc, qui dit moyenne, dit somme. Hein. Parce que une moyenne, c'est une somme divisée par, voilà, enfin, un coefficient.
Donc voilà, ça c'est une moyenne. Donc il faut faire les sommes avant, hein. On fait les sommes et puis on fait les moyennes. Donc tout est basé sur les moyennes. Alors maintenant, je vous rappelle qu'il faut chercher y égale x plus b. Il faut chercher le a et b. Il y a deux choses à chercher, c'est le a et le b. Voilà. Alors, à partir de ça, comment trouver le A et le B? Eh bien, le A, tout d'abord, on va chercher la variance. On va chercher la variance. Sigma carré. Je vous rappelle que la variance, c'est sigma carré. Alors, attention que la variance, parce que, pourquoi j'ai besoin de la variance? Parce que le coefficient A, ben, il vaudra somme des xy, somme des xy, somme des x fois y, ça vous l'avez ici, hein. Voilà, c'est la somme des xy, moins, alors attention que là j'ai un coefficient n fois les moyennes. Lesquelles moyennes? Alors, comme ici on est en xy, ben, c'est la moyenne en x fois la moyenne en y. C'est-à-dire, c'est cette moyenne-ci, mu x fois mu y. Voilà. Alors, justement, ici, est-ce qu'on a somme des xy? Ben oui, il est dans le tableau. Somme des xy, on l'a. Il est dans le tableau, il suffit d'aller faire, si vous avez bien fait votre calcul, somme des xy, il est là. Alors, mu de x, il est là, mu de y, il est là. Vous faites le produit et vous multipliez par n, qui est là. Voilà. Mais au dénominateur, il faut reprendre ce n et remultiplier par la variance. Attention que la variance est suivant x. Parce qu'il existe aussi une variance suivant y. Hein. Ici, c'est pour trouver le a, c'est la variance suivant x. Alors, pour trouver le b, eh bien, vous devez prendre mu de y, on l'a, mu de y, donc on l'a, je vais le mettre en rouge. Attention que c'est le y moins le x, moins mu x. Alors, bien sûr, il y a un a devant. Qu'est-ce que c'est que le a? C'est le a que vous avez trouvé ici. Voilà, et donc tout est basé sur ça. Alors vous allez me dire, il manque quelque chose. Oui, il manque quelque chose, c'est la variance. Il manque la variance. Mon A et B, je peux le calculer. Il me manque plus que... Attention que vous devez être précis, hein, mettez 4 décimales, parce que sinon vous allez avoir des petits écarts et vous n'allez pas retrouver... voilà, on peut vite tomber sur des... Surtout pour le sigma carré, là. Sigma carré que je vais voir maintenant, il faut descendre quand même bien bas. En décimales. Si vous avez des décimales, il faut descendre bien bas. Parce que si c'est quelqu'un qui va calculer 4 décimales et l'autre avec 3, il va avoir voilà, une différence notable, hein, dans tous les calculs. Donc descendez quand même bien bas. Voilà. Alors maintenant, justement, le sigma carré, qu'est-ce qu'il vaut? Bien sûr, c'est le sigma carré suivant x, puisque, comme je vous ai dit, il existe le sigma carré suivant y. Eh bien, attention que c'est un carré, c'est toujours positif. Donc je dois le prendre en valeur absolue. Si vous trouvez du négatif, il faut, bien sûr, enlever le moins pour qu'il soit positif. Alors c'est le mu de x carré. Alors mu de x carré, vous le trouvez ici. Alors mu de x carré. Vous trouvez là, c'est celui-là. Donc c'est mu de x carré, voilà, moins mu carré de x. Attention que c'est mu carré de x. Mu carré de x. C'est-à-dire
mu carré de x, c'est-à-dire, attention à ça, vous allez prendre de nouveau celui-ci, mu x, mais vous allez mettre au carré. C'est le mu x que vous avez là-bas au carré. Et là, en faisant ça, vous avez tout. Et là, maintenant, en faisant ça, vous avez la droite de régression linéaire. Alors, il y a encore un élément important dans les droites de régression linéaire, c'est le coefficient de corrélation, qui est R est égal à, ça c'est le coefficient de corrélation, qui est A sigma x, là c'est l'écart type, hein. Ça c'est la variance, et ici c'est l'écart type sigma x sur sigma y. Alors ceci c'est positif, hein, parce que vous avez pris sigma carré étant positif, vous avez pris la racine carrée, sigma x étant positif, sigma y étant positif, parce que c'est toutes les deux des variances, des écarts types qui proviennent de variances. Et comme c'est une racine carrée, ben, la racine carrée c'est toujours positif. Sigma x étant positif, sigma y étant positif, donc le A va dépendre de quoi? Ben, il va dépendre, le A va dépendre, enfin le R va dépendre du signe de A. Alors si R sera positif si A est positif, donc si la droite est croissante, ben, le R est positif. Si la droite est décroissante, ben, le R est négatif, parce que le coefficient angulaire est négatif. Voilà. Donc le signe du R il va dépendre du signe du A, parce que sigma x et sigma y étant positif. Alors maintenant, un R, comme il peut être positif ou négatif, un R proche de 1 ou un R proche de moins 1, ça veut dire que vous avez une très bonne régression linéaire. Hein. Ça veut dire que les points, enfin très bonne, c'est pas ça que je veux dire. Je veux dire par là que les points se rapprochent très finement de la droite. Hein. Ça veut dire que vous êtes les points, le nuage de points, je veux dire, se rapprochent très finement de la droite. Elle épouse la droite. Maintenant, si vous avez un R qui est proche de 0, ben, ça veut dire que les points sont fortement dispersés par rapport à la droite, bien sûr. Je parle par rapport à la droite. Voilà, et donc vous voyez que ici, la droite de régression linéaire, ben, elle est basée sur des moyennes, une série de moyennes. Et là, j'ai dû alors rechercher 5. J'ai 5 moyennes ici. Alors, notez que je n'ai pas utilisé ici mu de x, mu de xy. Parce que ce que j'ai fait, j'ai calculé mu de x fois mu de y. Donc ça veut dire qu'il y en a deux qui sont délaissés, mais on utilise en statistique, mu de xy et mu de y carré sont aussi utilisés. Je veux dire, voilà, dans certaines formules. Mais ici, bon, j'ai cherché A et B indépendamment de mu de xy et de mu de y carré. Donc ici, j'ai eu besoin au total de 3 moyennes, dont une qui est au carré, une moyenne au carré. Ici, c'est une moyenne au carré. Ici. Ça, c'est une moyenne au carré. Qui est mu de x, que vous avez trouvé. Voilà. Alors, mu de x, vous voyez qu'il est utilisé dans le A, puisque c'est mu de x fois mu de y. Il est utilisé dans le A pour trouver le coefficient A et pour trouver le coefficient B, puisque moins, on a mu y moins A mu x, donc il est utilisé 2 fois. Et il est utilisé une 3e fois dans le sigma carré, puisque c'est mu x au carré. Voilà. Et alors, comme sigma, c'est la racine carrée de le sigma, c'est la racine carrée de sigma carré, ben, on va dire qu'indirectement, il est utilisé une 4e fois. Puisque le sigma carré racine carrée, ben, en x va donner l'écart type, qui est sigma x. Idem pour le sigma carré, y, en racine carrée va donner sigma y. Ben, en tout cas, le sigma x est utilisé plusieurs fois. Vous voyez qu'il est utilisé une fois, 2 fois, 3 fois, dont une fois au carré. 3 fois. Le mu y est utilisé une fois, 2 fois. Voilà. Ben, maintenant, si je vais chercher le sigma y, attention que
ici, dans le coefficient de corrélation, lui, il est utilisé le sigma carré pour trouver le A, mais aussi pour trouver le coefficient de corrélation. Parce que, voilà. Donc ça, c'est sigma carré X. Ben, je peux écrire la même chose avec le sigma carré Y. C'est égal à mu Y carré moins mu de Y. Attention, que je prends au carré. Et puis je prends en valeur absolue. Puis, bien sûr, ayant ceci, j'ai les variances en X et en Y. C'est sigma, hein. Donc je l'ai mal écrit. Voilà. J'ai les variances. De ceci, je cherchais la racine carrée de sigma carré X pour avoir l'écart type, sigma X. De celui-ci, je cherchais la racine carrée de sigma carré Y et je trouve sigma Y. Et bien sûr, grâce à ça, le coefficient de corrélation sera A qui a été trouvé, sigma X sur sigma Y. Donc attention qu'il faut trouver le sigma Y aussi, qui sont les mêmes formules que le sigma X. Mais simplement, à ne pas utiliser X, vous utilisez Y. Et donc sigma carré, c'est la variance, mais le sigma tout court, c'est l'écart type. Et comme je vous disais, en statistique, on utilise les moyennes. Alors, vous voyez qu'ici, avec les moyennes, on trouve, grâce aux moyennes, on trouve quoi? Ben, la variance. Et grâce à la variance, on trouve l'écart type. Donc tout est lié à la moyenne. Parce que si vous n'avez pas de moyenne, ben, vous n'avez pas de variance. Et si vous n'avez pas de variance, vous n'avez pas d'écart type. Donc tout est lié. Donc vous voyez que les statistiques sont beaucoup créées à partir de moyennes. C'est la moyenne qui fait quasiment tout. C'est la moyenne qui fait. Alors bien sûr, qui dit moyenne dit somme, hein, comme je l'ai dit au départ. Vous devez faire des sommes. Vous devez faire des sommes. Alors maintenant, je pourrais écrire aussi autrement. Voilà, si je prends cette formule-ci, pour éviter un trouble, pour certaines personnes, enfin, un amalgame, on dirait. Parce que certains pourraient faire un amalgame. Alors je ne le fais que pour les X, hein. Voilà, ça sera la même chose pour les Y. Alors la variance, ici, ce que j'appelle la variance, sigma carré X, qui doit être pris en valeur absolue parce qu'elle est positive, parce qu'un carré est toujours positif. Le sigma carré X, ben, le mu de X carré, c'est quoi? Le mu de X carré, ben, c'est la somme de ceci, divisé par n. Voilà, c'est la somme de ceci divisé par n. Donc c'est somme de X carré sur n. Somme dx carré divisé par n. Moins mu de x au carré. Ah, ça, attention, comme je vous ai dit, c'est la somme de mu de x, ils sont là. Voilà, c'est mu de x. Vous cherchez, c'est mu de x divisé par n pour avoir mu x, et puis vous mettez au carré. Donc c'est-à-dire qu'ici, attention à ça, c'est la somme des x que vous avez divisé par n, et puis que vous avez mis au carré. C'est pas la même chose. Bien sûr, en prenant la valeur absolue, c'est pas la même chose.
Alors, bien sûr, maintenant je vais aborder Si vous êtes à un examen, dans beaucoup d'examens, c'est demandé de calculer, voilà, via une machine. Vous devez calculer ceci via une machine. Voilà, étape par étape. C'est-à-dire, mettre tous les, on vous donne tous les x ici, et vous devez calculer, voilà, la partie, toute cette partie-là. Vous devez calculer toute cette partie-là. Ça, vous devez calculer. En faisant quoi? Juste des sommes. Hein. Et puis divisé par n. Donc, les passages de là à là, c'est juste une division par n. On divise par n. Bon, ceci étant dit, ça, j'appelle ça, malgré que vous utilisez la machine en partie, j'appelle ça la méthode manuelle. Méthode manuelle. Mais sachez que les machines scientifiques possèdent voilà, toutes ces formules-là. Toutes ces formules-là sont dans les machines scientifiques. Donc à ce moment-là, vous pouvez passer en méthode calcul, on va dire, par table statistique. Statistique, mais attention qu'il faut choisir statistique à 2 variables. Voilà, c'est statistique à 2 variables ici. Puisqu'on a du x et du y. Et y est dépendant de x. Voilà. Donc il y a la méthode manuelle. Vous n'avez pas une machine qui aborde. Voilà, c'est pour ça qu'on vend dans certaines écoles, on vend des machines qui ne sont pas trop sophistiquées pour éviter voilà, de faire tout par les machines, hein, parce qu'on pourrait faire beaucoup de choses par les machines à calculer. Alors donc on limite voilà, les moyens des machines. Donc on demande d'acheter une machine qui ne soit pas trop chère, mais qui ne soit pas trop sophistiquée pour éviter, je veux dire, de faire tout par un calcul de machine. Donc il y a la méthode où on a une machine, modeste, pas trop développée, et qui permet juste de faire des petits calculs. Et donc là, vous devez calculer vos sommes et vos moyennes vous-même. Maintenant, il y a une deuxième méthode, c'est d'acheter une machine scientifique. Et là, si on vous le permet, il y a des méthodes, il y a des tables, voilà, des menus avec des statistiques, et vous pouvez calculer les statistiques à 2 variables qui va vous donner toute une panoplie de résultats, plus que ça. Hein. Il va vous donner plus que j'ai donné ici. C'est normal, parce que bon, ça a été programmé pour vous sortir bon, tout ce dont vous avez besoin, tout ce dont la statistique à 2 variables permet. Donc voilà, ça c'est une chose. C'est une deuxième chose. Donc il y a un premier point de vue si vous êtes à l'école, un deuxième point de vue si vous faites voilà, des statistiques voilà, au travers d'une machine scientifique qui vous permet d'aller très loin au niveau du calcul statistique à 2 variables. Et maintenant, bien sûr, il existe pour les professionnels, je veux dire, des progiciels, des tableurs, des progiciels spécifiques aux statistiques. Il existe d'innombrables progiciels de statistiques. Et là, à ce moment-là, en quoi se résume la statistique? Mais c'est à collecter des données. Là, on n'a plus qu'à collecter les données et les introduire au niveau de l'ordinateur. Voilà, l'ordinateur s'occupe de tous les calculs. Tous les calculs sont faits par la machine. Là, l'ordinateur s'occupe de tracer. Donc tout le tracé se fait par par le logiciel. Donc en fait vous êtes aidé énormément par le logiciel qui vous tient par la main et vous n'avez qu'à introduire les données. Et ça c'est pour les professionnels. Les professionnels, bon, on la tâche un peu plus facile que quelqu'un qui doit calculer tout en manuel.
Bon, comme dans une école. Pourquoi? Parce que dans une école, on demande un contexte, voilà, on teste les compétences d'une personne, ses connaissances, ses compétences, ce qu'elle a acquis, elle a compris, voilà, durant, voilà, euh, comment est-ce qu'on appelle ça? Euh, euh, durant un cours de statistiques. On demande qu'est-ce qu'elle a compris. Bien sûr, via un test d'interrogation, d'examen, on demande ce qu'elle a compris, ce qu'elle en a retenu, Et alors, on demande aussi un travail d'efficacité, parce que les statistiques, vous vous trompez, tout est faux, hein. Vous n'aurez pas une droite de régression qui passe par le mur. Donc, c'est aussi, les statistiques, on demande quelque chose de très carré, très correct. On demande que l'efficacité. Le maître mot des statistiques, c'est l'efficacité. On ne peut pas se tromper. Maintenant, on ne peut pas se tromper par rapport au tableau qui est donné. Parce que si maintenant, dans les tableaux, certains ont donné des mauvais résultats, bon, parce que si vous faites un sondage, il y a toujours des personnes qui mentent, hein. Voilà, il y a toujours des menteurs, il y a toujours des gens qui tapent du n'importe quoi. C'est comme quand vous allez les procédures de vote. Les gens savent très bien qu'il y a trois urnes et qu'il faut mettre trois, comment on appelle ça, quand je dis trois urnes, c'est par exemple, je prends le vote qui a eu lieu dernièrement. S'il y a eu le Parlement européen, il y a une urne pour le Parlement européen. Il y a eu le vote pour comment est-ce qu'on appelle ça, la Chambre de représentants. Donc il y a une urne pour la Chambre de représentants. Et il y a une urne pour la Chambre, pour les européennes. Voilà, pour le Parlement européen. Donc il y a deux parlements, hein. Donc deux urnes pour les parlements et une urne pour la Chambre des représentants. Donc quand je dis deux urnes pour les parlements, Parlement wallon et Parlement européen. Et la troisième, c'est la Chambre des représentants. Bon, alors, on a essayé de simplifier au maximum les choses, au point qu'on ne sait pas se tromper. C'est-à-dire que chaque couleur, il y a une couleur correspondant à une urne de couleur. C'est-à-dire, par exemple, vous avez comment on appelle ça, le bulletin de la Chambre des représentants doit aller dans la Chambre des représentants. Pourquoi? Parce que, étant donné la couleur de la Chambre des représentants, donc on ne sait pas se tromper de urne. Alors, la couleur du Parlement wallon doit aller dans l'urne correspondant à la couleur du Parlement wallon. Et la couleur du Parlement, le bulletin de couleur du Parlement wallon ne peut aller que dans l'urne qui est référencée avec une couleur du Parlement wallon. Donc, il est impossible de se tromper. L'histoire des couleurs, de trois urnes et trois couleurs, c'est fait que pour que même un petit enfant viendrait pourrait différencier les couleurs des urnes. Or, il y a toujours des personnes, bon, qui vont prendre les trois, comment on appelle ça, les trois bulletins, vont le mettre dans la même, sachant qu'ils voient trois urnes, mais ils vont mettre tout dans la même urne. Ben, ça, c'est fait exprès. C'est des gens, bon, qui, qui s'en foutent des élections, ben, qui font n'importe quoi, et qui ont décidé d'emmerder le système. Et ici, c'est la même chose. Quand vous allez, comment on appelle ça, faire des sondages, les sondages, vous allez prendre des échantillons, mais il y a toujours des gens qui vont mentir. Il y a des gens qui vont emmerder le système, c'est-à-dire qui vont dire n'importe quoi. Vont dire n'importe quoi. Donc, ce qui va fausser les statistiques. Donc, s'il y a quelque chose qui fausse les statistiques, autant enlever l'échantillon, hein. Vous travaillez qu'à un échantillon plus petit, mais vous enlevez au moins tout ce qui est faux. Parce que sinon, vous allez avoir voilà, des disparités au niveau du nuage de points qui va. Voilà. Maintenant, si vous faites un travail de laboratoire, par exemple, vous faites un MRU et vous devez mettre toutes les données, collecter les données dans un tableau. Maintenant, s'il y a une erreur, vous le verrez tout de suite. Vous verrez tout de suite que le point il sera trop éloigné. Et là, vous pouvez éjecter ce point-là, hein. Faut pas le reprendre parce s'il est trop éloigné, il va créer un écart, voilà, d'erreur. Donc, autant l'enlever, vous l'enlevez. Voilà, parce que ça, vous savez très bien que vous avez fait une mauvaise manipulation au niveau d'un des points, ou c'est peut-être une erreur visuelle, vous avez mal recopié quelque chose, ou je sais pas, mais les erreurs peuvent être de différents types. Erreur visuelle, erreur d'un appareillage, erreur de beaucoup de choses. Les erreurs, elles sont multiples. On peut décortiquer tous les types d'erreurs. Ouais, voilà,
Voilà, et une erreur se voit tout de suite quand vous mettez un nuage de points, hein. Dans un système de MRU, voilà, vous allez voir qu'il y a un point qui est trop éloigné, voilà, des autres points qui sont proches d'une droite. Et là, vous vous dites, bon, là, celui-ci, il est pas correct, il vaut mieux l'enlever. Vous travaillez avec un échantillon plus petit. Donc le N, il sera plus petit. À la place d'avoir. C'est bien de calculer avec des moyennes de. Voilà, par exemple, si vous avez 21, un indice de N égale 20, c'est bien, parce que calculer sur 20, c'est magnifique. Voilà, 20, c'est un bon nombre pour calculer. Maintenant, sur 19, ça va ramener toutes des virgules partout. Si les nombres ne sont pas pairs, ça va ramener et là, il faut travailler avec voilà, 5 décimales, voire 6, voire 7. Plus vous en mettez, plus vous êtes précis. Alors, je vous ai dit que ici, le sigma carré, attention, il faut le calculer que beaucoup de décimales pour essayer d'avoir quelque chose de très, voilà, de très précis. Sinon, si vous calculez avec des décimales qui sont beaucoup plus petites, un nombre de décimales beaucoup plus petit, ben, à ce moment-là, ça va induire une erreur beaucoup plus grande. Et donc, vous le verrez, l'erreur se verra, hein. L'erreur se verra au niveau de la droite de régression. Voilà. Elle se verra un petit peu, un tout petit peu, mais ça se verra. Ça se verra. On voit une erreur comme ça, on la voit. C'est pas que c'est pas perceptible, c'est perceptible. L'erreur est on aura peut-être un ordonnance à l'origine décalé. Voilà, d'un tout petit peu, d'un tout petit peu. Voilà. Et concernant la pente aussi, la pente elle sera, je dirais, elle sera pas la même qu'une pente qui est, voilà, qui est faite avec plus de, comment on appelle ça, plus de précision. La précision va ramener voilà, une bonne pente et un bon coefficient angulaire, alors qu'une imprécision va ramener un coefficient angulaire voilà, décalé par rapport à une droite de régression plus précise et une pente qui n'est pas tout à fait la même que celle qui est avec une pente beaucoup plus précise. Donc ici la question de précision c'est fort important. C'est pour ça qu'il faut faire ça avec des logiciels. Logiquement, les professionnels font ça avec des logiciels voilà, de calcul. Ils ne s'amusent pas à couper. Alors, pourquoi couper tous les nombres? C'est pour avoir plus facile, hein. On ne va pas commencer à mettre toute une panoplie de virgules. On se simplifie la tâche, mais en se simplifiant la tâche, le problème, ça ramène des imprécisions. C'est ça le problème. Le problème, il est là. On se simplifie la tâche, on coupe. Voilà, certains font des troncatures, et d'autres font voilà, comment on appelle ça, parce qu'il existe toutes sortes de choses hein, pour pouvoir couper des nombres. Alors soit on la coupe telle quelle, ou soit on la coupe et après en ce moment on va chercher le dernier nombre, on fait, comment est-ce qu'on appelle ça, un rehaussement du dernier nombre, c'est ce qu'on appelle voilà, un arrondi. On va faire des arrondis. Mais les arrondis me ramènent des erreurs, hein, je vous le dis tout de suite. Hein, voilà. Parce que l'arrondi n'est pas la bonne valeur. Arrondi n'est pas une bonne valeur, c'est juste que vous avez arrondi pour vous dire, ouais, bon, je vais mettre un peu plus haut voilà, le dernier chiffre. Voilà. Mais ça contribue à une erreur. Alors, l'idéal, c'est d'avoir un maximum, voilà, un maximum de chiffres derrière la virgule. Voilà. Maintenant, si vous avez 20 chiffres derrière la virgule, ouais, si vous avez un ordinateur, vous pouvez même mettre 40 chiffres derrière la virgule, c'est pas un problème. Un ordinateur peut calculer avec une très grande précision, parce que, bah, je veux dire, vous mettez voilà, un certain nombre de nombres, tout dépend de ce que permet le programme. Ça, c'est le programmeur qui décide voilà, de dire, bon, jusqu'à combien, voilà, un calcul va être fait, voilà, jusqu'à quelle précision. Et ça, on précise, les programmeurs précisent ça, hein. Et quand ils font leur programmation, ils précisent, voilà, que telle donnée, bon, ira jusqu'à telle précision. Alors c'est pour ça qu'on dit double, il y a des mots double, voilà, integer, double, voilà, real, il y a tous des noms spécifiques qui permettent voilà, d'avoir une certaine précision du nombre. Du nombre. Voilà. Et donc on peut descendre bien bas, et si vous descendez bien bas, quand vous faites vos calculs comme ceci, bien, si plus vous êtes précis, plus la droite sera précise. Et puis le tracé se fera par progiciel, bien sûr, si vous avez un progiciel de tracé voilà, de courbes statistiques. Il en existe beaucoup de courbes statistiques, enfin des progiciels qui ont leur coût et qui permettent de faire des nombrables statistiques voilà, à une, deux, voire plusieurs variables. Voilà, on peut faire tout ce qu'on veut, des tables, des histogrammes, des courbes, voilà, on peut faire beaucoup de choses. Voilà, des diagrammes en bâtonnet, voilà, en polygone, en toutes sortes, hein, toutes sortes, en étoilé. Voilà, il existe des courbes, il existe des milliers de courbes. Enfin, des milliers, il existe beaucoup de courbes. Possibilité de dessin de courbes. En 3D, en 2D, voilà.
Je vais pas dire, je vais pas aller jusqu'à dire des milliers, mais il en existe beaucoup. Il en existe beaucoup. Alors on peut, bien sûr, mettre des couleurs à tout ça, et mettre des titres, voilà, faire, mettre, voilà, pour que le graphique soit le plus présentable possible, hein, on va l'agrémenter par des couleurs, par du texte, pour qu'il soit plus informatif. Euh, Si vous mettez du texte et que vous faites donner plus d'explications, hein, vous mettez des dates, des références, des référencements, des références, des index. Voilà. Bien sûr, une étude statistique, c'est généralement derrière ça, il y a toute il y a une analyse qui est faite en finalité, hein. Bien sûr, il y a la collecte de données. Et alors après, il y a tout. C'est comme un petit peu un programme qui est fait. Un programme qui est fait. En finalité du programme, il faut faire tout ce qu'on appelle la documentation du programme, de l'emploi, le manuel d'emploi euh, qui se fait. Bon, c'est quand même un travail très lourd, hein. Bon, les gens n'aiment pas d'écrire un livre pour donner des explications de comment tourne le programme alors que le programme il est déjà terminé. Ben, il faut quand même bien donner des explications pour que les utilisateurs puissent se servir, voilà, du programme facilement. Eh bien, en statistique, c'est la même chose. Quand des gens font des collectes statistiques et qui mettent en œuvre, voilà, toute une statistique, mais il y a un descriptif des explications qui sont faites. Comment ont été faites les calculs en préambule, comment a été fait la collecte, sur quel échantillon, voilà, la précision, ils discutent et ils mettent tout ça sur document pour faire quelque chose de sérieux et savoir sur quoi ça rime. Voilà. Mais après, en finalité, il y a aussi une analyse, hein, parce qu'il y a une analyse. Il y a comment la collecte a été faite, comment les calculs ont été faits, et puis il y a une analyse de tout ça. Est-ce qu'il y a, je veux dire, une relation, par exemple, entre les faits étudiés et, je veux dire, les données de départ? On peut trouver une relation. Par exemple, je pense aux fumeurs qui fument beaucoup de cigarettes. Est-ce qu'il y a un impact entre le cancer du poumon et voilà, fumer des cigarettes? Voilà, bon, c'est une étude statistique permettra de dire ça. Voilà, par exemple, il y a une région où il y a beaucoup de cancers. Voilà, on va peut-être lier le cancer, par exemple, à une usine qui est toute proche, qui est une usine de type cancérogène ou cancérigène, parce qu'on peut dire les deux. Voilà. Et donc, bien sûr qu'il y a une analyse qui se fait et on peut donner des liens de causalité au travers des statistiques. Les statistiques permettent aussi, voilà, de donner des liens de causalité. Donc les statistiques, je vous rappelle que c'est utilisé dans beaucoup de choses, d'innombrables domaines, dans tous les domaines que vous voulez. Bon, c'est-à-dire ça ouvert à tout. C'est-à-dire par exemple, ouais, dans les administrations, vous pouvez faire des statistiques. Ouais, vous pouvez faire des statistiques, voilà, au niveau de la politique, au niveau de faire des sondages, etc., etc., à travers des échantillons. On peut faire voilà, des statistiques, voilà, des besoins des populations au niveau d'une commune, au niveau d'une ville, au niveau d'un arrondissement, au niveau d'une province, au niveau de tout ce que vous voulez. Vous pouvez aller retirer des échantillons et savoir quel est le besoin des personnes sur différents thèmes. Voilà, besoin de différents thèmes. Alors on peut faire des statistiques sur tout et n'importe quoi. Tout et n'importe quoi. Au niveau de branches scientifiques, au niveau des branches, voilà, euh, d'administration, voilà, d'administration de tout type, de toutes sortes. Euh, Par exemple, je pense à la recherche d'emploi. La recherche d'emploi, ben, je veux dire, quelles sont les personnes euh, qui ne trouvent pas de l'emploi, par exemple. Quelles sont les raisons? Quel est l'impact des personnes qui sont... Est-ce que les personnes sont jeunes? Est-ce que les personnes manquent de compétences? Est-ce que les personnes sont discriminées pour l'une ou l'autre raison? Voilà, on peut discriminer des personnes pour diverses raisons. Le corps d'une personne, voilà, son caractère, son attitude, voilà, sa religion, euh, voilà, la couleur de peau, la culture, ben, voilà, il y a beaucoup de choses qui peuvent faire en sorte qu'on est discriminé par rapport à un emploi. Alors, est-ce qu'une personne ne trouve pas d'emploi parce que elle a un problème, je veux dire, on va dire, comment est-ce qu'on appelle ça, psychologique social, d'ordre social, qu'elle n'arrive pas à s'insérer au niveau d'un emploi? Voilà. Ouais. Les emplois, faire une étude d'impact alors, une statistique pareille permettra de dire si
un individu peut plus facilement, je veux dire, on va dire, inté- euh, intégrable dans la société ou pas. Alors, on a un tel profil, on se dit, bon, est-ce que ce profil-là peut être facilement, je veux dire, réinséré dans le monde de l'emploi, le monde de l'emploi? Ouais, c'est pas si évident que ça, parce que la personne-là va poser peut-être d'innombrables problèmes, voilà, vis-à-vis de son caractère, vis-à-vis de son d'une maladie qui serait, voilà, d'ordre, je veux dire, social, etc. Ou voilà, qu'il est difficilement, je veux dire, réinsérable. Mais j'ai pas dit qu'il est impossible de le réinsérer, mais qu'il est euh, difficilement réinsérable. C'est pas parce qu'il est difficilement réinsérable qu'on ne sera pas le réinsérer. Donc là, par exemple, ce genre d'individu, ben, on va mettre un coefficient de réinsertion par rapport à une statistique qui a été donnée. Alors par exemple, je mettrais sur 10 points, 10 points, ben, 9 c'est très très difficile de réinsérer pour diverses raisons euh, de causalité vis-à-vis de la personne. Donc la personne aurait beaucoup de mal à se réinsérer pour une multitude de raisons. De raisons. Santé, santé mentale, santé physique, santé, voilà, handicap, je veux dire, manque de flagrante compétence, je veux dire, euh, là, on peut imaginer toute une panoplie de raisons qui fassent qu'il est difficilement réinsérable au niveau de l'emploi. Et donc, là, on mettrait une cotation de 1 à 10. Alors, 1, il serait facilement réinsérable, 2, moins que le 1, 3, moins que le 1 et le 2, 4, etc. Et puis, jusque 10, et 10, ce sera 10, c'est impossible de réinsérer. Quoique 10, bon, impossible de réinsérer, on peut imaginer ça. Bah, à ce moment-là, si maintenant un coefficient de 10 serait difficilement impossible à réinsérer, bah, à ce moment-là, il faudrait le renvoyer vers voilà, un organisme voilà, d'assurance mutualité. Donc elle n'aura plus sa place au niveau voilà, d'une intégration d'un travail. Puisqu'en fait, la personne n'est pas apte à travailler. Parce que 10, c'est impossible à réinsérer. On se dit qu'il y a peu de chances de le réinsérer pour de multiples raisons. Donc à ce moment-là, euh, elle va passer en mode voilà, maladie mutuelle. Et donc, ce qui veut dire par là que on peut faire des statistiques sur tout et n'importe quoi. Aussi, dans le champ d'une industrie, si, par exemple, je pense dans les industries, je pense une société, euh, quelqu'un qui crée une société, ben, il est bien content de créer une société. Au départ, les démarches sont très difficiles à faire parce que bon, voilà, c'est nouveau, il faut un processus d'intégration de voilà, de l'employeur dans son environnement par rapport à sa nouvelle société. Voilà, s'il a maintenant une expérience, c'est déjà ça, mais maintenant s'il commence avec une expérience ben, qui est la sienne de départ, ben, il va rencontrer d'énormes difficultés parce qu'il bon, il y a trop de démarches à faire, beaucoup de choses. Et voilà, il faut que les choses prennent cours, il faut qu'il ait du personnel, qui suggère que du personnel qui puisse commencer à faire du management, être à la lit, être à la là, et bon, c'est un truc très lourd, très très lourd. Comment voir comment les ouvriers se comportent, s'il y a des difficultés au niveau voilà, des ouvriers entre eux, voilà, il va peut-être engager un chef qui va s'occuper voilà, d'une certaine gestion, le commerce il va déléguer à certaines personnes, voilà, tralala, tralala. Mais ça veut dire que là, il commence son travail, puisqu'il vient de commencer voilà, de créer une société, et il commence à entrevoir les paramètres extérieurs qui lui rendent un petit peu la vie difficile et qui doit gérer. C'est pas parce que lui rend la vie difficile qu'on doit rendre son tablier. Loin de là. Il doit gérer tout ça. Il doit savoir gérer. C'est pas parce qu'on ne sait pas gérer un petit truc qu'on ferme boutique. C'est pas comme ça que ça va. Euh, on essaie de gérer les problèmes voilà, qui viennent. Et dans une société de multiples raisons, de multiples facteurs de contraintes, voilà, d'une société, à la marche d'une société, c'est pour ça qu'on engage du personnel pour résoudre. Le patron ne doit pas tout faire, parce que s'il doit tout faire à ce moment-là, bon, il s'en sort plus. Il s'en sort plus. Il va être peut-être noyé, peut-être noyé. Voilà. Donc là, à ce moment-là, il délègue des tâches, il paye des personnes, hein, parce que bon, tout travail mérite salaire. Ben voilà, il va déléguer des personnes pour
aller dans un environnement et le faire fructifier. Mais le problème, c'est qu'il y a toujours des contraintes extérieures, des paramètres extérieurs. Donc maintenant, on peut faire une statistique, de voir quels sont les problèmes quels sont les différents types de problèmes dans une société, comment résoudre ce type de problème, par des statistiques bien sûr. Hein. Comment faire en sorte de donner des solutions à ces problèmes récurrents qui sont des problèmes statistiques et qui font en sorte qu'elles pourrissent un petit peu voilà, la bonne marche dans l'entreprise ou de la société. Et alors, bon, c'est pas terminé parce qu'il y a aussi la contrainte. Voilà, bon, il y a beaucoup de contraintes. Ça dépend du domaine, parce que le domaine dans une société, il y a la finance. Parce que si vous avez besoin de faire tourner une fonctionnaire, vous avez besoin de finances pour faire tourner une société. Maintenant, la finance ne suffit pas. C'est pas parce que vous allez chercher voilà, des financements que votre société va tourner. Il faut aussi que il y a l'amont, il y a l'aval. Et l'aval, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que voilà, ça tourne, c'est-à-dire que vous avez des clients. Alors c'est ça que je voulais dire. Maintenant, sur base de quelques années qui vont suivre, on peut faire des études statistiques par rapport à des prévisions qui ont été faites auparavant, bien sûr, parce que le futur, on le voit toujours par rapport au passé. Hein, on peut parler du futur par rapport au passé, parce que si on n'a rien comme données au niveau du passé, c'est difficile de faire une prévision pour le futur, puisqu'on n'a rien comme données statistiques. Il faut des statistiques du passé qui pourront parler du futur. Qu'est-ce qui va faire parler le futur? C'est les statistiques du passé. Voilà. Alors maintenant, la bonne marche en aval, c'est-à-dire au niveau commercial, est-ce que la société va toujours bien tourner? Bon, elle tournera suivant ce rythme, c'est là des contrats par rapport à s'il y a des nouveaux contrats, qu'elle arrive à avoir des contrats par rapport à des sociétés, si elle a voilà, si c'est une société qui est saisonnière, bon, on sait bien qu'elle tournera très bien au mois de juillet ou août, par exemple, si c'est saisonnier, et puis après, il y aura voilà, un fléchissement vers le bas. Mais c'est pas ça que je voulais dire. Maintenant, on peut faire des statistiques sur plusieurs années et voir si le produit va toujours être en phase avec le marché voilà, de la clientèle. Parce que le clientèle peut changer du jour au lendemain. Voilà. Et donc, quand on fait des statistiques et qu'on voit que le produit commence à décroître, s'il décroît de trop, ça veut dire qu'on fait des pertes. Si on fait des pertes, il ne faut pas aller vers la faillite. Il faut réagir. Soit on crée un nouveau produit, soit on remodélise certaines choses, on fait de nouveaux développements, la recherche au développement pour faire de nouveaux produits. Mais attention que si maintenant ça devient critique, il faut mettre une barre critique et se dire que attention que là on approche la critique. Le point critique, c'est le point critique. Il ne suffit pas de continuer parce que si le point critique vous continuez, vous allez avoir la société va avoir des dettes très lourdes. Donc à ce moment-là, à un moment donné, il faut vendre. Hein. Faut vendre. C'est comme une maison, je veux dire, on a des dettes dans la maison. À un moment donné, il ne faut pas commencer à se faire des dettes sur dettes sur dettes sur dettes parce qu'on ne s'en sortira plus au niveau des dettes. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut revendre la maison. C'est la meilleure façon à faire. Donc, quelque chose qui procure, je veux dire, une instabilité permanente, je veux dire, à partir d'un moment donné, parce que au début, on a toujours, on lance quelque chose, ça commence à monter, ça monte et puis ça peut redescendre. Mais si ça redescend, il faut voir si on peut remonter. Si on peut remonter, c'est pas un problème. Et puis si ça redescend, on peut avoir voilà, des vagues comme ça, mais si ça descend très bas, là, c'est critique, comme je dis, là, à ce moment-là, il faut réagir. Parce qu'il ne faut pas continuer une société je veux dire, qui est en train de couler. Voilà, et on peut redresser certaines choses, mais il y a des choses qui ne sont pas redressables. Hein. Là, la meilleure redressement, c'est de faire vendre et de récupérer le peu qu'on a avant qu'il y ait faillite et voilà, la justice qui récupère tout. Hein. Voilà, donc, à un moment donné, il faut réagir. Donc, c'est qu'est-ce qui permet d'avoir une certaine visibilité de tout ça? Ben, c'est justement les statistiques. Les statistiques, faire des études statistiques sérieuses qui permettent de voir donc le passé, enfin, qui permettent d'étudier le passé pour entrevoir le futur. Et un produit ne doit pas toujours. Bon, il y a beaucoup de produits qui existent depuis des années. Hein. Je pense à des biscuits. Il y a des biscuits, bon, ça fait des années qu'ils existent. Voilà. Bah, ça marche toujours. Ça marche toujours. Mais il y a des produits qui ont disparu du marché. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, bon, il n'y a plus suffisamment de clientèle. Voilà. Mais qui est la clientèle? Est-ce que ce sont les grossistes? Est-ce que c'est la demande? C'est qui? Bon, les grossistes savent voir la demande, hein, parce que si maintenant il n'y a plus de demande au niveau de la clientèle, je veux dire, des gens, des ménages, ben, les grossistes le percevront tout de suite, hein, parce qu'ils vont, il y aura plus les magasins vont plus demander tel type de produit euh, aux grossistes, donc les grossistes vont arrêter ce type de produit. Et donc maintenant, c'est pas parce qu'un produit ne marche pas
dans une zone géographique qu'on ne peut pas changer de zone géographique. Je vous dis, ici, le commerce, c'est d'agir, d'interagir en fonction de, voilà, de solutions qui peuvent être, de nouvelles solutions. Hein. Ben, peut-être que ça marche plus dans telle région, les gens en ont marre de ce produit. Ben, rien de tel que de déménager son produit et de le vendre ailleurs. Hein. Le monde, il est grand. Hein. Le monde, il est grand, voilà. Il ne faut pas toujours se cantonner, toujours la même clientèle. On peut changer d'endroit dans le monde et faire en sorte que le produit peut, voilà, voyager dans le monde. S'il ne marche plus dans un endroit, ben, il faut changer d'endroit. Mais et toujours éviter ce seuil de critique, parce que c'est le seuil critique va te donner par le calcul des statistiques. C'est sa statistique qui va permettre de, voilà, de cadrer et de mettre une limite à, voilà, à- parfois il faut savoir dire au revoir à une société. Voilà, une société, c'est pas toujours forcément à vie. Et parfois, il y a des générations, une, deux, trois générations, parfois quatre, parfois cinq. Et parfois, c'est tout simplement une personne même de la famille qui met en faillite la société. Pourquoi? Parce que elle a un but de sa personne, elle prend tout l'argent, elle fait semblant qu'il y a une faillite. Et voilà, tout ce qui a été construit pendant quatre générations, ben, c'est détruit par une personne dans la descente de la génération qui fait que bon, elle profite elle veut profiter de la vie, elle prend tout l'argent de la société, elle fait semblant, bon, la société est en faillite, elle a cassé tout le travail de 4-5 générations, elle a pris tout l'argent. Ça arrive beaucoup, ça arrive souvent. Elle se permet de dire qu'il y a une faillite alors qu'il n'y en a pas. C'est juste qu'elle prend l'argent de la société et qu'elle veut vivre sa vie, voilà, on va dire une vie égoïste parce que quelque part tout le travail qui a été fait pendant des générations, il a été cassé. Il a été cassé par une personne qui à un moment donné a décidé de produire une faillite. Alors bon, maintenant il y a des vraies faillites, hein. Je veux pas dire que toutes les faillites sont comme ça, mais il y a des faillites et il y a des gens qui prennent l'argent et ils partent. Hein. Voilà, bon, si un repreneur, tant mieux, l'État ne dira pas, ne dira rien, il ne va pas aller rechercher la personne, parce que si maintenant il y a un repreneur, il prend toutes les dettes, il rachète la société plus les dettes, donc s'en fout de la personne qui a fait le coup. Mais il y a des gens qui font comme ça, ils se disent, bon, maintenant j'en ai marre de gérer les affaires, je prends l'argent et je vais vivre au soleil. Voilà, en peinard. Ben, ça arrive. Et ils se déchargent de tout problème de clientèle, tout problème de. Ils n'ont plus de problème. Ils ont juste. Ils se reposent. Dans leur vie, ils se reposent. Mais ça peut arriver, mais le problème, si ça casse plusieurs générations, c'est embêtant. Plusieurs générations, c'est embêtant. Voilà. Donc, tout ça, c'est pour vous dire que les statistiques, c'est fondamental. Et ça a été utilisé depuis l'époque voilà, des Romains, voilà, au niveau de la population, au niveau des populations de l'armée, bien sûr, de l'armée. Et au niveau des statistiques, ça a été fortement utilisé. Euh, et c'est utilisable dans n'importe quel domaine d'emploi. C'est pour ça que, quel que soit le domaine que vous allez prendre, ben, vous pouvez faire des statistiques. Même dans un laboratoire d'électricité, ou voir, comment on appelle ça, une étude dans l'agriculture, dans, comment on appelle ça, euh, toute entreprise peut faire des statistiques. Toute entreprise publique, voire privée, voire un État, peut faire des statistiques sur tout et n'importe quoi. Tout et n'importe quoi. Tout est ouvert aux statistiques. En fait, les statistiques, ce sont des données qui sont numériques et qui permettent de faire parler des choses. Permettent de faire parler les choses. Et de prendre des décisions au travers de voilà, d'analyses. Ben, on peut prendre des décisions. Alors, il faut prendre. Le problème, c'est que le but, c'est pas de prendre une décision, c'est de prendre la bonne décision au bon moment. Parce que si vous faites un choix d'une décision, que c'est la mauvaise décision à l'époque T, je vous dis, à une époque donnée T, c'est la mauvaise décision, ben, soit vous continuez à faire vos affaires et que vous cassez la gueule, voilà, ou soit vous revendez tout, et voilà, vous êtes tranquille, ou soit vous avez décidé de tout revendre, de tout revendre, parce que vous voyez que vous êtes au seuil critique, et puis à un moment donné, les affaires remarchent tout d'un coup. D'ailleurs, ça ne sait pas dire ça. Ça, c'est la vie. Hein. La vie, bon, il y a des hauts et des bas. On ne sait jamais quand c'est comme la météo. Bon, aussi, je regarde la météo. Un jour il fait bon, un jour il fait mauvais. L'année passée, c'était pas comme ça. Donc ici, on est dans ce qu'on appelle l'imprévisible. Les statistiques sont liées à l'imprévisibilité. Donc on ne sait pas ce qui peut se passer dans certains phénomènes. Bon, maintenant, si vous prenez un circuit électrique, ben, les lois sont connues. Les lois sont connues. Donc il va réagir en fonction euh, des lois connues.
circuit électrique, voilà, un système mécanique. Si un système mécanique est étudié, on connaît toutes les équations, on connaît son comportement, on connaît le phénomène, son comportement, sa façon de réagir, tralali, tralala, on connaît toutes ces équations, donc on sait bien comment il va réagir. Mais maintenant, la météo, bon, qu'est-ce qu'il faut faire la météo? Ben, on regarde les bulletins météorologiques qui eux, sont vus par les satellites qui permettent de dire, ouais, là-bas il y a un tas de nuages, là-bas il y a voilà, des éclaircies, il y a une zone tempérée là-bas, et etc. Là, les satellites voient à partir d'un nombre de jours bien défini. Mais là, on ne peut pas faire des prévisions sur 10 ans au niveau voilà, la météorologie, parce que c'est de l'imprévisible. La météo, c'est imprévisible jusqu'à... Elle a, elle a des intervalles dedans où elle peut voir. Elle peut voir, mais au-delà de ça, elle peut pas voir. Elle peut pas voir, elle pourra pas voir. C'est imprévisible. Et donc, il y a beaucoup de phénomènes imprévisibles. Que vous ouvrez une société, c'est... Voilà. euh, Ouvrir une société, c'est pas dit que ça va marcher, hein. Je veux dire, ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher. Il faut se mettre les conditions pour que ça marche. Mais pour ça, il faut faire des études statistiques et voir la prévisibilité du marché, s'il y a un marché. Voilà, et pour ça, il y a beaucoup d'études qui sont faites. Par exemple, je pense aux études, une étude de marché. S'il y a voilà, des gens qui peuvent acheter votre produit, si des gens sont intéressés par votre produit, voilà, tralali, tralala, conférence. Mais on peut se mettre les conditions pour que les gens s'intéressent à votre produit. Publicité, voilà, mettre des emballages bien spécifiques de couleurs pour attirer, tout l'attirail. Si maintenant, voilà, il y a beaucoup de possibilités pour faire en sorte qu'une société peut vendre son produit, hein. Bon, il n'y a pas que la publicité, il y a beaucoup de choses, hein. Beaucoup de choses. Faire connaître son produit, c'est une chose, mais après, bon, il faut, par exemple, si les gens ils vont goûter le produit, si ça intéresse si beaucoup de gens aiment bien le produit, beaucoup de gens vont l'acheter. Voilà, voilà. C'est juste ça. Et s'il est pas cher, parce que si maintenant il est plus cher, plus un produit est cher, moins de gens achèteront. C'est normal parce que les bourses ne sont pas, les bourses c'est de type pyramidal. Et bon, 80% de la richesse est détenue par 20% des gens. Donc 20% des gens, bon, s'ils achètent une très grosse Ferrari qui coûte 2 millions d'euros, c'est pas n'importe qui va l'acheter. C'est pas bon ici. 2 millions d'euros, il faut un cadre, je veux dire, une personne qui a reçu un héritage, qui est une personne aisée, qui a une entreprise, voilà, qui répond à des conditions, mais voilà, c'est que 20% de la population qui répondent à ça. Donc construire des Ferrari qui coûtent 2 millions d'euros, on va pas sortir ça à la chaîne parce que c'est pas une demande qui est, je veux dire, une très grosse demande. C'est une demande, je veux dire, à une clientèle bien précise qui est, voilà, on va dire, réduite. Voilà, donc là, si on vend 100 Ferrari à 2 millions d'euros, oui, on a fait un gros bénéfice parce que 2 millions d'euros, c'est pas, c'est une grosse somme. Sur 100, vous faites 200 fois 2 millions d'euros, ben, l'entreprise, si elle arrive à vendre tous les ans 100 Ferrari à 2 millions d'euros, ben, je veux dire, voilà, tant mieux. Tant mieux, mais par contre, il y en a qui vont tirer des petits produits qui coûtent 3 euros ou 10 euros. À la chaîne, ils vont tirer des millions. 3 euros, ils vont en tirer des millions. Ben voilà. Bah, maintenant, il faut faire le calcul pour voir. Et alors, derrière tout ça, il y a toujours les coûts de production, hein. Coûts de production, ça. Ouais. Produire une Ferrari de 2 millions d'euros, il y a aussi les coûts de production. Ça coûte énormément pour payer du personnel, pour faire tout ça. Les pièces, les main-d'œuvre, les emplacements où se trouvent les usines. Non, c'est pas aussi évident que ça, hein. Gérer une société, c'est savoir un lieu, c'est-à-dire un lieu où vous allez payer l'endroit, il faut payer voilà, toutes les taxes, les impôts. Enfin, il faut payer les impôts, il faut payer les impôts, il faut payer euh, beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses à payer, le personnel, voilà, la marchandise, le savoir-faire. Parce qu'une personne qui va aller travailler pour faire une Ferrari va coûter beaucoup plus cher qu'une personne qui travaille dans un garage normal. Donc vous voyez qu'il il y a le savoir-faire qui va coûter. Parce que le savoir-faire, ça coûte, hein. Il n'y a pas que les pièces qui coûtent, hein. Par exemple, vous allez faire un ordinateur, la pièce à changer dans l'ordinateur, peut-être que c'est voilà, 2 euros, mais voilà, le savoir-faire, c'est peut-être voilà, 1000 euros, hein. Il y a des gens qui vont venir, ils vont dire c'est 1000 euros. Pourquoi? Justifiez-moi ça. Mais 2 euros la pièce et le savoir-faire, c'est euh, 998 euros.
pour le savoir-faire et 2 € la pièce. C'est comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Quelqu'un qui va venir d'Allemagne pour faire un robot, dans une usine ici, par exemple dans ma contrée, il va venir d'Allemagne, il va faire un robot pour le réparer, ben, c'est 3000 €. Ils vont le facturer 3000 €. Ouais, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il a pris un tournevis, il a ouvert la machine. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu que bon, il y avait un pré-réglage à faire. Il a refait un réglage à tout. Et donc ça, c'est le savoir-faire, ce qu'on appelle savoir-faire. Il a rien à changer. La pièce, il n'y a même pas eu de pièce. Voilà, a changé, il n'a pas soudé, il n'a pas retiré une pièce, ni soudé une nouvelle pièce. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait juste, voilà, une remise en ordre programmatique euh, par rapport à des paramètres. Il les a reparamétrés correctement. Et ça coûte 3000 €. 3000 €. Donc, vous voyez, savoir-faire, ça coûte cher. Voilà, ceci étant dit, ça termine le contexte statistique ici. Donc, j'aurais déjà terminé depuis longtemps, je dirais, les explications sur la régression linéaire. Mais voilà, j'ai tourné autour du pot pour expliquer un petit peu que les statistiques, voilà, c'est voilà, statistiques, on peut retrouver ça dans d'innombrables domaines. Je vous remercie.